Bienvenue à cet autre direct spécial consacré à la RDC. La thématique de ce jour porte sur la rencontre au Qatar des deux chefs d'État, Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Au sommaire de cette émission, la surprise de l'assise des deux chefs d'État à Doha, au Qatar, la spécificité de la médiation qatari dans la résolution de la crise à l'est de la RDC, l'acceptation des deux parties d'un cessez-le-feu, l'influence du Qatar à faire respecter le cessez-le-feu à la partie rwandaise. Comme à l'accoutumée, nous sommes face à notre invité exclusif et spécial. Il est géopoliticien et géostratège, par ailleurs homme politique, président du nouveau mouvement populaire. Bonsoir, président Banakani. Bonsoir, Madame Yekmou. Très content de te retrouver cet après-midi, tout à plus. La journée va vers sa fin au Cameroun. Ça commence sur d'autres fuseaux horaires. Je disais la dernière fois, lors de votre première apparition numérique, du moins au niveau sonore, que vous étiez l'expression d'une dynamique d'émergence d'une nouvelle génération de panafricanistes. Et que pour nous, notre plateforme n'a pas seulement, entre autres mission, de rechercher la visibilité comme au début, ceux à qui nous faisons peur le disaient, mais aussi c'est un espace de formation. Donc c'est un espace de formation. Et comme je le disais dans une de mes sorties, ce jour, c'est aussi un avant-gardisme et une annonce prophétique de l'indépendance numérique de l'Afrique. Nous n'acceptons pas l'impérialisme numérique, cet ordre communicationnel inique, dictatorial, ténébreux qu'on veut nous imposer. C'est tout ça dont je voudrais saluer votre arrivée. D'autres arriveront à votre suite. Salut votre présence. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Nous ne serons pas seuls. Il y a Monsieur Djengale qui est là. Bonsoir. Bonsoir, Madame Yemo. C'est un plaisir de partager ce direct spécial encore que nous avons consacré à la République démocratique du Congo. Ça fait déjà comme ça un énième direct depuis que la crise sévit dans l'est du Congo. Parce qu'il faut préciser que le nouveau mouvement populaire dans ces plateformes numériques ont décidé, dans le cadre du combat panafricaniste, de consacrer les émissions où le président Banakani, que nous connaissons, l'illustre panafricaniste, se charge d'analyser, de décrypter, mais surtout de poser des jalons, des pistes de sortie à la crise qui sévit à l'est du Congo. Donc, c'est un plaisir, Madame Yemo Stéphanie, de partager encore ce direct pour notre cher pays, frère, la RDC. Et je profite aussi pour saluer nos internautes et dire un bonsoir chaleureux comme ça au président national du NMP qui est là, qui est à son poste. Bonsoir, Monsieur le Président Banakani. Bonsoir, mon cher Djengale. Le plaisir est le même que j'ai quand je vois en face de moi le visage montant de Mme Yekmou. Le plaisir est le même quand je vois ton visage qui est plus ancien. Je suis content de te retrouver. Je salue les internautes, toute l'équipe technique qui font un travail extraordinaire. Ils sont sagaces, ils sont tenaces, ils sont agiles, ils sont déterminés pour faire face, pour être à la hauteur de la guerre qu'on nous a déclarée dans le but d'éteindre notre voix. Aucune force du monde ne peut éteindre la voix de notre pays. Elle vient de très loin. Donc c'est l'occasion pour nous de saluer cette sagacité, l'agilité de l'équipe technique du NMP qui mûrit par l'expérience du combat numérique, de la lutte numérique qui mûrit et qui bientôt va trouver une solution qui soit à la hauteur de neutraliser, qui peut nous permettre de neutraliser, n'est-ce pas, le système d'algorithmes qui forme le mur de la censure sur les réseaux numériques au nom des règles communautaires. Ils sont de fausses règles qu'on nous impose
sans discussion, sans débat, dans la pure tradition de l'impérialisme. Il était comme ça. Mais nous sommes sur notre entrée dans les réseaux sociaux, c'est pour casser ça. Nous, on va renverser ça. Notre démarche est prophétique. Il est géopolitique, mais il est prophétique aussi. Parce que nous annonçons l'arrivée de l'Afrique dans l'ordre numérique mondial. Nous venons chambouler cet ordre numérique et casser, n'est-ce pas, et là, le démocratiser réellement avec cette originalité que nous allons avoir pour matrice fondamentale, le vrai Dieu, qui est le réseau social des réseaux sociaux. Voilà. Que ceux qui peuvent comprendre ce concept le comprennent. Mais c'est ce qui va se passer. Merci, Monsieur le Président. Nous allons entrer là dans le vif du sujet. Alors, Monsieur le Président Banakani, dans la soirée du 18 mars 2025, alors qu'il était prévu les négociations, à Luanda, le monde entier a découvert avec stupéfaction les images du président Félix Tshisekedi et du président Kagame au Qatar, auprès de l'émir du Qatar. Manifestement, il s'agissait d'une énième médiation diplomatique en vue d'aboutir à la résolution de la crise à l'est de la RDC. Monsieur le Président, avez-vous, comme beaucoup d'Africains, été surpris par ces images? Pour être honnête, je ne m'attendais pas de si tôt. Même si nous savons que le président Félix Tshisekedi a été constant dans sa démarche et ses propos, il a toujours dit que celui qu'il voulait rencontrer, c'était M. Kagame, et pas la coquille vide du M23, qu'il n'est qu'un groupe de pantins. Il a été constant dans ça. Donc, le voir en tant que Kagame n'est pas une surprise pour nous si nous référons à ses propos et à sa posture et son positionnement depuis que la crise a commencé. Mais la surprise, c'est plutôt de voir M. Kagame là-bas. C'est ça la vraie surprise. Parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un qui a traité des vendeurs de pizza, de petits présidents, d'anciens chauffeurs, ne vaut rien. Supposant que lui, c'est le grand président, il a une dimension historique. Tout ça sur le mode de l'autoproclamation, puisqu'il n'est qu'un génocidaire, il n'est qu'un assassin qui tue les Congolais, innocemment. Il a versé beaucoup de sang. Depuis 30 ans, il cesse de tuer les Congolais au nom d'une géopolitique occidentale des Grands Lacs, dont il est l'engin physico-politique de crimes de masse, de massacres, et de vols et de pillards de matières premières qui n'appartiennent pas à son pays, mais surtout d'envahissement d'un pays qui ne lui appartient pas. Envahi. Donc, on est supposé de voir donc, le dieu du Rwanda s'asseoir à côté du vendeur de pizza en face, et tout petit. Parce que les photos, dans la communication, c'est ce qu'on appelle la communication corporelle. En anglais, c'est un nom là. Image communication. Non, c'est ça, mais il y a encore un mot qu'on s'appelle body language. Le body language, c'est ce qu'on dit. Donc, si on analyse le body language des deux, c'est très simple. On a vu que dans des crispés, tout petit, écrasé par le poids de ses crimes, écrasé par le poids de son pillage, écrasé par le poids du déshonneur international, c'est pas partout, les sanctions qui se coulent de partout. Donc là c'est la surprise, du moins pour ceux qui pensaient que Kagame est éternel, qu'il est trop fort. Voilà. Mais Monsieur le Président, Banakani, quelle peut donc être la spécificité de cette médiation qatari dans le processus de résolution de cette crise? Il n'y a pas de spécificité particulière du Qatar, c'est connu, non? Le Qatar, c'est un bras américain. Le Qatar, c'est un bras diplomatique américain, c'est connu. Ça, c'est fondamental sur le plan de la liste géopolitique globale, mais aussi le Qatar des intérêts en RDC, aux intérêts en RDC. Sans compter que le Rwanda, qui est devenu un vendeur mondial de matières premières qui ne lui appartiennent pas, lui aussi avait déjà pratiquement, je crois, signé des accords avec le Qatar aussi, pour vendre des minerais, entre autres acheteurs internationaux, qui n'avaient pas honte d'acheter minerais 200. Donc, de ce fait de lui, à partir de là, le Qatar peut jouer un rôle à jouer. Le Qatar, c'est qu'il y a de très bonnes relations avec le Qatar, il ne faut pas l'oublier. Donc, le Qatar, nous pouvons parler à tout le monde. Il au regard de son statut de
petit hop géopolitique de par la fonction organique que les États-Unis lui ont donnée dans la géopolitique mondiale. On n'est pas dans ce prix. Je vous répète encore, au regard des intérêts que le Qatar a en RDC, parce qu'il y a un grand point en eau profond que le Qatar est en train de construire en RDC. Je pense à Banana. Si, monsieur le président. Banana. Donc, le Qatar était à même de jouer son rôle. Vous vous rappelez que ça, la demande du dieu du Rwanda. C'est le dieu du Rwanda qui a demandé la rencontre. Hein. Mais ce n'est pas l'information que nous avons, monsieur le président. Le site officiel X de la présidente de la République, de la RDC, a dit que c'est l'initiative de l'élu du Qatar. À la demande de Kagame. Oui, mais il est important pour nous, monsieur le président, de préciser les informations officielles des deux États. La République démocratique du Congo, dans son site de la présidente, le site, notamment le site X, a bien indiqué que la rencontre à Doha, c'est à l'initiative de l'élu du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Bin. Mais la diplomatie, on n'a pas besoin de dire un ensemble de choses en diplomatie. Mais analysez vous-même. Quelqu'un a fait une interview et a dit que lui, il ne parle pas avec un vendeur de pizza. Du moins, le mépris était. On n'a jamais traité un président comme ça, plus d'Angleterre. Kagame, il a méprisé, il a réduit au niveau d'un moins que voyou, oubliant sa propre histoire personnelle lui-même, oubliant son histoire, Kagame lui-même. Il a, sous l'ivresse, la fausse ivresse de sa supposée puissance, il s'est mis à traiter ce qu'il dit en fait, de quelqu'un qui est indigne de la fonction. Depuis le début de cette crise, le traitement que Kagame a fait à Tshisekedi, c'est un traitement qui stipule que Tshisekedi n'est pas président de la RDC, puisque pour lui, il n'a jamais été élu, il a dit. En plus, il gouverne très mal son pays, deuxième chose. Deuxième chose, c'est un vendeur de pizza, c'est un ancien taximan, et qui dit que les anciens patrons de Tshisekedi, quand ils ont appris que les présidents se sont demandés, mais que ce n'est pas avec le Congo RDC, que comment un grand pays peut avoir à sa tête un vaurien de cette dimension. Voilà les discours de Kagame qui montrent le rapport qu'il a avec M. Tshisekedi. Deuxièmement, il y a quelques mois, il nous disait, je m'en fous des sanctions. Nous n'avons pas peur des sanctions. Troisièmement, il nous disait que lui, il n'y a rien à voir dans cette affaire. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Il nous dit ça. Que le M23, ce n'est pas lui. Il n'a rien à voir. Alors, quand vous regardez depuis quelques mois le renversement des rapports de force, le tsunami diplomatique que veut le Rwanda, qui avait intérêt à demander la rencontre? À vous de nous dire, monsieur le président. Mais il est évident, c'est lui, je vous dis que c'est lui, ça demande. Il aurait pu refuser, non, puisque la logique aurait qu'il refuse, puisque si on se fie à ses positions passées, à ses prises de position, la manière dont il considère Tshisekedi, comment expliquer que l'autoproclamé grand Kagame, de par sa taille, mais en plus maintenant, autoproclamé grand Kagame, le génie des grands lacs, le grand Bismarck des grands lacs, comment il peut descendre au niveau d'un petit vendeur de pizza? Maintenant, quand on regarde le body language, je parle, pourquoi il était aussi tout petit, il y avait un peu grave encore. C'est qu'en journée, il y avait une rencontre avec le M23. On a oublié, à Luanda. À Luanda, le M23 n'est pas parti à cette rencontre, vous en menant tout pourquoi. Parce que le patron du M23, Kagame, a préféré demander à ses assujettis que monsieur, vous n'allez pas là-bas. On aurait pu comprendre que M23 n'a pas vu le dialoguer. Parce que peut-être qu'il est sous sanction. Et donc, parlons de la langage, ils sont sous sanction, etc. Mais le M23 lui-même a été surpris de voir le soir, dans la nuit, le dieu des grands lacs allait se faire tout petit. Quand vous parlez de surprise, monsieur le président, vous voulez faire qu'il y a une trahison entre. Mais c'est plus une trahison. Vous croyez que la CNCO s'attendait à ça? Vous croyez que Cholet s'attendait à ça? Vous croyez que le M23 s'attendait à ça? Vous êtes sûr? Parce qu'il est en train de sacrifier, c'est fini là. Et du moins, à première vue, les sacrifices. Donc, il est allé discuter avec le vendeur de pizza. Le vendeur de pizza est tranquille depuis un bon bout de temps. Il est cohérent dans sa démarche. Il a discuté avec les États-Unis dans le cadre d'un partenariat stratégique. Il est clair.
il a obtenu des sanctions internationales contre le Rwanda. Les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Belgique ont sanctionné. L'Union européenne, pareil, mais en attendant qu'elle résilie l'accord honteux, le honteux accord, une honte qu'elle a signé avec le Rwanda, etc. Donc, le vendeur de pizza, il est calme depuis, il est tranquille, il est dans sa logique. Donc, c'est ce que dit le peuple, il ne peut pas être demandeur de cette rencontre. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, Kagame n'était pas obligé de l'accepter. Et normalement, dans sa logique, il ne devait pas l'accepter. Il y a quelques mois, il était question de marcher de Kinshasa. Il ne devait pas l'accepter. Mais il a accepté. Mais ça, c'est encore sur la forme. Hein. On est encore sur la forme. Hein. Je voudrais vous poser, quand on est dans le fond, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a pu mobiliser et imposer une telle rencontre? Puisqu'alors, on était encore sur la forme. On s'abuse un peu. C'est ça. Allez d'abord sur la forme. Puisque... Oui, même si cet amusement est sérieux. Ça permet de voir que la chute du faux Bismarck de Grand Lac est irréversible et que sa petitesse historique éclate aux yeux du monde. Il est petit et en plus un criminel. Nous allons commencer à toquer le fond, Monsieur le Président, puisque nous savons qu'il y a eu un communiqué, une déclaration, je veux dire conjointe, qui a été publiée par la diplomatie qatari et qui a été relayée dans les différents comptes des deux partis où ça avait été indiqué clairement que le président Tshisekedi et Kagame ont accepté notamment le cessez-le-feu immédiat sans condition. Mais la question qu'on se pose lorsqu'on observe le mouvement stratégique de la crise à l'est du Congo, c'est est-ce que ce cessez-le-feu sera respecté dans les deux parties? Non, il n'y a pas deux parties. Il va respecter ce cessez-le-feu. Celui qui n'en voulait pas. Il va écouter. La RDC est la victime. La RDC est la victime. Nous le disons avec des mots, avec beaucoup de chagrin au regard de tous ces morts. Quand on est à Goma, à Bukavu, c'était seulement que c'est deux villes stratégiques. Mais depuis 30 ans, ce sont des millions de Congolais qu'on tue. Et c'est Kagame qui les tue pour le compte de ses parents. Pour extraire les minéraux sales, les minéraux du sang, pour aller les vendre en Europe. Donc, l'Occident achète des minéraux de sang. Tout ce qu'ils comptent. Leur, par exemple, prospérité là, est celle du sang. C'est une honte. Donc, la RDC est victime. Donc, ce que dit depuis longtemps est clair. Depuis longtemps, ces positions sont claires. Doit-on rappeler ici les processus de Nairobi et de Rwanda? La rencontre qui a eu lieu, qui devait avoir lieu en décembre, qui l'a boycotté? Tout à l'heure, je vous parlais des questions de qui était un peu sur la France. Pourquoi Kagame peut boycotter la rencontre stratégique capitale de Rwanda en décembre 2024 pour aller se faire tout petit à Doha? Donc, ce n'est pas une affaire de diplomatie dans le fond. C'est une affaire de quelqu'un qui est traqué. Traqué par quoi? Il est comme un fugitif. Il est traqué par le monde entier. Le monde entier a les yeux ouverts sur l'océan de sang qu'il a créé, n'est-ce pas, dans les grands lacs, pour voler les matières premières, pour piller, n'est-ce pas, les ressources d'un pays qui ne lui appartient pas. Le monde entier est en train de vivre ça. Donc, son vrai visage apparaît au monde, devant le monde entier. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, que les gens ne voient pas. Depuis 30 ans, qui connaissait Kagame? C'était le cercle d'initiés de la géopolitique mondiale. Qui connaissait qui il était? On croyait qu'on avait affaire. On a vendu l'image d'un grand président qui a développé son pays, qui a fait passer de la pauvreté à la prospérité, qui a fait du Rwanda un acteur international majeur, que ce soit dans le cadre du maintien de la paix. Il a répandu dans le monde l'idée d'un Rwanda génocidé, dont il était le sauveur, le réparateur, l'unificateur, n'est-ce pas, de tous ces Hutus. On lui a construit une image qui, pendant 30 ans, a bénéficié dans toute l'Europe et l'Occident. Il y avait une espèce de générosité naturelle à l'égard du Rwanda. C'est ça, 50% de l'aide internationale qu'il reçoit, sur la base d'un mensonge et d'un visage
lumineux en apparence. Mais aujourd'hui, le masque est tombé. Le masque est tombé. Le monde a honte de Kagame. Ses parents ont honte de lui. Parce qu'il est devenu quoi, monsieur le président? Il n'est pas devenu. Quand l'autre est masque, votre leader apparaît. C'est un visage ténébreux, hideux. Le sang, maintenant, le sang innocent des millions de Congolais remonte à la surface. C'est le problème. Et on voit son vrai visage, ce n'est pas un humain, c'est un engin de mort qui répand la mort partout, qui viole le droit international, pour ceux qui sont attachés, qui viole le droit international, qui s'en fout des frontières. Ça dit que c'est ce visage aujourd'hui qui apparaît. Dis-moi, pourquoi ces parents Dieu le fuient maintenant? Pourquoi il le fuit? Pourquoi il le fuit? Pourquoi ce métier devait persévérer? Comment quelqu'un qui rayonnait et qui était le patron des Grands Lacs, la hiérarchie des chefs d'État des Grands Lacs, donc, le patron des Grands Lacs, l'homme qui dernièrement, c'était à Nairobi ou c'était dernièrement, où les présidents se sont levés pour l'accueillir. Il arriva en dernier, Museveni s'est levé sans avoir honte. Museveni s'est levé. Ils ont des bonnes tous relations. Les présidents se sont levés. Museveni a des bonnes relations avec Kagame. Comme Ruto, comme la présidente de la Tanzanie, on peut citer une ronde. Ils se sont levés pour saluer quelqu'un qu'on ne peut pas saluer, qu'on ne peut pas accueillir dans des réunions de présidents. Si être président veut dire quelque chose dans ce monde, si être président veut dire quelque chose en Afrique, vous vous asseyez avec Kagame, vous n'êtes pas digne d'être appelé le président. Vous êtes des sanguinaires. Désolé de le dire, mais c'est un fait. Pourquoi aujourd'hui alors, pourquoi aujourd'hui laisse le témoin pestiféré? Pourquoi c'est devant quelqu'un qui était le grand président, qui était le modèle? N'est-ce pas que tous les pays africains devaient imiter? Pourquoi vous pouvez devenir pestiféré? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est que l'heure de la vérité a sonné. Le temps du vrai Dieu a sonné. Comme le monde est capable de faire justice, comme notre monde ne sait pas ce qu'on appelle la justice, comme notre monde ne connaît pas ce qu'on appelle le droit de l'homme, vous ne fiez pas au papardage inutile de cette puissance-là et de l'ONU, comme notre monde est mauvais, est un monde mauvais, dirigé par des criminocraties à l'échelle internationale, quand le vrai temps de Dieu est arrivé, mais la justice divine s'est imposée. Il y a eu ce basculement que personne ne peut expliquer. Et subitement, ce pays oublié, ces millions de morts de la RDC oubliés reviennent à la surface de ce Dengele de la diplomatie mondiale. Mais, en plus de ça, il y a un événement politique majeur. Les parrains de Kagame sont tombés. Qui sont ses parrains, monsieur le président? Les démocrates américains, les Clinton, les Obama, les Biden, qui ont passé le temps à se repaître du sang innocent des Congolais. Oui. C'est un événement majeur. On peut donc conclure sur ce sujet que la peur a changé de camp. Mais avant de dire que la peur a changé de camp, il faut comprendre comment les conditions ont été réunies pour que la peur change de camp. C'est important. C'est temps de vous parler de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Son arrivée au pouvoir constate que la défaite de l'État profond américain, dont des parrains de Paul Kagame. C'est ça le problème. Ces parrains sont plus au pouvoir. Je vous ai déjà dit ici que si la porteuse de talent était au pouvoir, c'est ce qui est décidé au pouvoir à l'heure actuelle. Parce qu'eux, ils ont longtemps, mais tous les accords qu'il a signés, l'accord qu'il s'apprêtait à signer avec l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, vous mesurez la gravité de cet accord? De nous transporter les Afghans pour venir installer dans les grands lacs, mais on connaissait le rôle. Vous imaginez ça? Mais c'est la main divine qui a empêché cet accord. C'est la main divine. Parce que vous savez qu'après, le Premier ministre d'origine indienne, il a perdu les élections. Et le nouveau Premier ministre a dit que bon, moi, cet accord-là, moi, je ne. D'ailleurs, il a le courage de réclamer le solde. Il demande l'argent à l'Angleterre. Il demande l'argent. On élève la mendicité internationale en prospérité économique. C'est-à-dire, quelqu'un qui mendie l'argent international, on dit que c'est un modèle à suivre pour les Africains. Donc, on voulait nous amener des Afghans. C'est tout vous fait quoi? Dites-nous, monsieur le président. Mais, moi, pour s'aimer le chaos, continuer à tuer. Si vous amenez, il est plus facile d'utiliser les Afghans désespérés, quasiment apatrides, n'est-ce pas? Qu'on peut faire disparaître facilement dans la nature,
que d'utiliser des militaires qu'on peut suivre, qu'on peut chasser dans la sous-région. Vous voyez que c'était pourquoi. Mais quand il le faisait, les Africains étaient là même. Les Africains étaient tellement inoptisés par cet homme et par la propagande et par l'aura qu'on lui a fabriqué au niveau international, qu'on n'a pas pris la gravité, l'extrême gravité de cet accord-là. Donc, il y a un basculement géopolitique avec l'arrivée de Donald Trump qui a fait que l'espace séparé n'existe plus. C'est tout. Et ce qu'il a saisi, la balle, la puissante main de Dieu faisant, les gens ont basculé parce qu'ils ont fait l'erreur de trop. Et pourquoi ils font l'erreur de trop relancer quand le M23 relance notre possibilité, c'est l'erreur de trop. C'est l'erreur de trop. C'était sa manière à lui d'anticiper sur l'avènement de Trump. Mais c'est Dieu qui le rendait fou. Pour le perdre. Comme il est en train de perdre là. Donc, il y a. Alors, de manière non fondamentale, et je reviens dans la question du Qatar. Si, monsieur le Président. Voilà, j'allais vous demander de revenir sur le fond de l'affaire. Alors, c'est clair, il est évident que c'est un ordre des Américains. On a demandé à l'ennemi du Qatar d'appeler le tribunal des Grands Lacs. Les deux chefs d'État. Non, le tribunal des Grands Lacs. S'il vous plaît, c'est un peu fort. Non, c'est pas faux. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Puisqu'il n'a pas encore été condamné par une cour il sera jamais condamné. Il ne sera jamais condamné. Si l'Afrique ne le condamne pas, qui va le condamner? Donc, s'il est condamné, c'est que c'est par un nom livré. Donc, s'il est condamné, c'est que c'est Dieu qui va le punir. Et Dieu va le punir, le vrai Dieu. Mais vous voyez qu'ils vont le condamner. Ils ont pris l'intérêt à le condamner. Ils n'attendent pas pour le condamner. Il faut qu'elles preuve. Les preuves sont là. Il est pris en flagrant délit de vol et de pillage. Il est pris en flagrant délit de la violation des frontières. C'est-à-dire, comment vous prenez en flagrant délit? Est-ce qu'il y a encore. Est-ce qu'on fait un procès? C'est un flagrant délit. Donc, s'il n'est pas condamné maintenant, ça montre à quoi nous avons affaire en termes de communauté internationale. Il est pris en flagrant délit, on attend quoi? Il a fallu pour qu'on fasse des sanctions. Ce n'est que récemment qu'on commence à sanctionner les membres opérationnels de son équipe. Mais lui devait être, c'est par lui qu'on devait commencer. C'était dans un monde sérieux. Mais il y a la justice des hommes, il y a celle de Dieu. Et la justice divine, elle est plus sérieuse et solide. Et là, ça a commencé, ça sortira pas. Donc il est évident que c'est M. Donald Trump, de la diplomatie américaine, qui a donné l'ordre au Qatar de réaliser cette rencontre. Et c'est un message clair à dessein. Mais c'est pour ça qu'il est tout petit. C'est pour ça qu'il s'est déplacé. C'est pour ça qu'il a rapidement demandé cette rencontre. Vous savez comment on fait pour plier le cou à un pharaon de ce niveau-là? À ce type de ce genre d'Hitler, d'un autre genre, pour l'amener, avait dit plier son orgueil là. Vous connaissez l'arrogance, vous regardez. Il y avait quel président sur la terre plus arrogant que lui? Même Netanyahou n'est pas aussi arrogant. Netanyahou qui est le paroxysme de l'arrogance. Il n'était pas aussi arrogant que lui. Mais vous pensez que c'est la vie, comme on dit chez nous ici à Douala, Kounia, comme on dit chez nous au quartier, Kounia. Pour aller au Qatar, sans cravate, etc. Parce qu'il voulait. Donc il sait qui lui parle. Ce sont ses patrons qui lui parlent. L'Amérique, c'est le patron de Kagame. Et son malheur, c'est qu'il a un patron qui n'a pas de pacte avec lui. Il y a un nouveau patron qui est M. Trump, qui n'est pas engagé, qui lui n'est pas lié, parce qu'il est allé tisser avec des États profonds américains, qui font qu'aujourd'hui, la question des minéraux du Congo est une affaire qui est pliée dans le plus banditisme international. Vous voyez, c'est dans le cadre du cartel international de brigands qui font qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'affaire, vous allez même voir, mais les Clinton, l'Obama et les consorts, pour encadrer le génocide au Rwanda, qui étaient les parrains de Kagame, mais je ne parle même pas des sous-parrains comme la France, etc. Parce que l'Union européenne, tout ça, c'est les panthères des Américains. Donc, vous vous demandez, tout ce qu'on a vu là, il n'y a rien d'officiel, il n'y a que l'Union européenne qui a fait un accord officiel, pratiquement. Et c'est ça le déshonneur de cette organisation. Complètement déshonorée, avec une présidente déshonorée, sans dignité. Et voilà le niveau de l'Union européenne. Voilà son niveau. Voilà son vrai niveau. Donc, il y a ce basculement-là. Celui de la Trump, lui, d'ailleurs, c'est ça ce qui s'est passé en Virginie, dans l'état de Virginie dernièrement. Oui, l'état de Virginie, tout à fait. La Virginie occidentale, pour être plus précis. Tout à fait. Il y a le Sénat qui a voté en faveur du soutien de la République démocratique du Congo, tout en demandant au Rwanda et au M23 de quitter la RDC sans condition. Et on se rappelle aussi que Donald Trump avait envoyé, pour dire comme ça, un émissaire qui est M. Ronnie Jackson, membre du Congrès.
Et lorsqu'on fait le portrait de ce monsieur, M. le président Barakani, il a été docteur du président des États-Unis sous le mandat de Donald Trump et de Barack Obama. Il est capitaine de l'American Navy. L'American Navy, c'est un corps d'élite de l'armée de terre, M. le président. Et quand on voit que le vice-président américain, J.D. Vance, est un sénateur aussi, et on voit les accords que les États-Unis sont en train de signer avec la RDC, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la politique officielle américaine de se saisir du dossier? Mais c'est là où il faut se dire, c'est là où c'est différent. Le temps de vous parler d'un caractère international, l'État profond. Si le pouvoir, la puissance de l'État, agit de manière informelle, de manière mafieuse. Ce n'est pas l'Ukraine, c'était ça en Ukraine, l'ordinateur du fils de Biden. Pour lui parler de l'affaire du fils de Biden. Tout ce que Biden faisait avec son fils en Ukraine. On utilisait l'influence officielle américaine, mais c'était des activités qui relèvent de l'informel. C'est-à-dire que quand vous fouillez les traits de l'État américain dedans, vous avez cette confusion qui est entre l'État et les intérêts mafieux des cercles démocrates, des individus. Et c'est ça qu'il dit. Donald Trump veut sortir de là. C'est ça la différence. Voilà pourquoi quelqu'un est en train de s'évanouir totalement. Parce que c'est sa fin. Parce que Donald Trump, lui, veut que ce soit un accord d'État en État. D'État à État. C'est ça la différence. Si tu vois bien l'affaire, c'est ça. Donald Trump, quand vous voyez la mission qu'il a donnée à Elon Musk, entre autres, traduit quoi? Donald Trump dit, vous avez vu le bilan dans son discours qu'il a fait devant le Congrès, le monde a été ahuri par les révélations de Donald Trump. À quoi servait l'argent américain? On se rend compte que les États-Unis sont le pays le plus mal gouverné du monde. Du monde entier. C'est-à-dire quand on parle de bonne gouvernance en Afrique, ça fait rire. Les Africains sont des petits voleurs. Il ne s'agit pas de cautionner ça, hein, non. Mais le conseil est là. Quand vous voyez comment l'État profond américain, l'Obama, le Clinton, les Biden, etc., les dans cette clique de brigands s'amusaient avec l'argent des Américains, les détournaient dans des choses, c'est-à-dire que ce niveau de mauvaise gouvernance, de désinvolture dans le rapport avec les affaires de l'État, c'est sans parler dans l'histoire. Donc, l'US, dans lequel Kagame émergeait, et d'autres encore, etc. À partir de l'Union européenne, pour préciser. Tout à fait. Dès qu'ils ont perdu en République, ils se sont réfugiés rapidement à l'Union européenne. C'est le dernier bastion de l'État profond, avec les Ursula von der Leyen. Le Kagame, le Ouattara et les autres en Afrique, les autres les tentacules périphériques de cet État profond-là. Mais Trump a dit de couper ça. Donc, il veut donc remplacer le caractère informel de cette démarche par quelque chose de formalisé. Donc, ça doit être l'État d'État c'est pareil. C'est un problème. C'est bien pareil. Et il comprend très bien ce que ça veut dire. Alors, ça nous permet si vous permettez, ça nous permet d'approfondir ma pensée. Si allez-y, monsieur le président. On ne comprend pas la question des Grands Lacs comme d'abord la question de tous les pays de l'Afrique. Si on peut faire sur la table les voies par lesquelles les gens deviennent présidents en Afrique. Lesquelles voies? C'est ce que ça peut venir. Certaines sont les voies démocratiques, monsieur le président. Les voies démocratiques, comme celle de Kagame. Voilà. Museveni, comme celle des monarchies. Où est-ce que vous voulez en venir, monsieur le président, dans la candidature? La démocratie, non. Parce que, comme on vous dit, la démocratie, c'est le régime le meilleur. Il n'y a pas de régime le plus lumineux. Et que les Occidentaux sont attachés à ça. Et la frontière mondiale de la politique, c'est la lutte, la guerre entre la démocratie et l'autoritarisme. Les régimes réactionnaires, d'après la propagande occidentale, c'est la Chine, c'est la Russie, et les dictatures africaines. Alors, si vous avez de dire, Kagame, c'est un démocrate. Museveni, c'est un démocrate. On peut citer tous les amis des Américains. Alors, vous allez me dire, il y en a où il y a l'élection à 2 tours, ce sont d'alternance. Ok, d'accord. Il y a l'alternance en Arabie Saoudite. Il y a l'élection à 3 tours en Arabie Saoudite, au Qatar. Il y a l'élection à 5 tours, à 4 tours, dans tous ces monarchies du Golfe. Au Maroc, qui sont des alliés
sur des démocraties. Je ne parlons pas des alternances. On ne va pas faire la manière, la démocratie aujourd'hui, monsieur le je président. fais le procès de la démocratie. Il faut faire ce procès. Si vous ne le faites pas, les oiseaux le feront, les pierres le feront. C'est tellement grossier, c'est tellement maléfique que même la nature jette ça. C'est-à-dire, le mensonge est arrivé à un niveau où même la nature ne respire plus. Donc vous avez intérêt à faire ce procès, sinon, je vous dis, la nature le fera. Parce que vous voyez des démocratie. Ça veut dire quoi? C'est quoi la démocratie? Comment se comporte avec Trump? Trump n'a pas élu. Il y a meilleur élu que Donald Trump en Occident actuellement. Regardez comment le traite. On continue à dire que c'est un dictateur, il est autoritaire, il a un rapport néo-fasciste au pouvoir, mais personne n'a été élu comme ce monsieur. Mais ça vous dit rien? C'est pas la tendance qui permet à ce que M. Macron arrive au pouvoir. Il a à côté de lui un homme. Maintenant, c'est connu, c'est un homme. C'est fini. Il devait être clos. C'est un homme. Les Français ont élu 2 hommes. On leur a fait croire que non, c'était un homme et une femme. Oui, c'est comme on conduit la démocratie. À ce genre de forfaiture, on peut citer. Vous parlez de quoi? Si vous voulez qu'on fasse un débat de fond sur la démocratie, d'ailleurs on le fera ici, nous allons démontrer de manière structurelle comment ce qu'on appelle démocratie. Et démocratie, c'est un nom qu'on a donné à un régime politique. C'est un nom. Mais le niveau de l'axe somatique qu'on nous impose pour faire de ce régime-là, tel que l'Occident l'a conçu, le parangon, n'est-ce pas, de la politique, est inacceptable. Ce n'est pas fondé historiquement, ce n'est pas fondé intellectuellement. Donc, c'est une parenthèse, je reviens pour dire que... Sur la politique des Grands Lacs. Les Grands Lacs nous posent la question des Grands Lacs, de la RDC, le conflit entre la RDC et le Grand Lac, remet encore à frais nouveau sur la table la question de comment les gens arrivent au pouvoir en Afrique. Mais qui sont présents en Afrique? C'est encore plus grave parce qu'on les place démocratiquement. C'est là où c'est grave. C'est grave. Qui les place démocratiquement dans l'Occident? Les Américains, les Français, l'Union européenne. Les Américains, les Grands Lacs depuis très longtemps. Vous tous ceux qui. Des agents de la CIA. Et j'allais vous poser, monsieur le président, quelle est la vision politique de la CIA dans les Grands Lacs? Les agents officiels, depuis Léopold II, une fois que Léopold II a légué sa possession, on parle d'un pays, sa possession congolaise à la Belgique en tant qu'État, aux indépendants des Américains ont obtenu un droit de préemption. On dit obtenir, ils ont pris sur le Congo et sur ses minéraux. C'est depuis ce moment-là que les minéraux de la RDC, le Congo en réalité est géré par les États-Unis. Donc, ils ont tué le Lumumba dans les conditions que nous connaissons. Je voulais rappeler ça. Hein? Parce que quand on rappelle ça, on dit que nous sommes derrière eux. On va l'appeler ça. Est-ce qu'il était obligé de couper à l'acide de Lumumba, de couper son corps à l'acide? Et on a vu ce spectacle dernièrement où un blanc s'est mis à faire la philanthropie en disant que je vais remettre sa dent. Après au moins 50 ans, 60 ans, il dit je vais remettre sa dent. Et l'État congolais a célébré la réception de la dent de Lumumba avec ses enfants. Vous êtes obligés de vous dire que même vous les enfants là, vous n'êtes pas les héritiers de votre père. Vous êtes des héritiers biologiques, vous n'êtes pas ces héritiers politiques. Nous avons dénoncé cette insulte à l'Afrique. C'est incroyable. Donc voilà la démocratie. C'est-à-dire quelqu'un, on tue quelqu'un, on saccage son corps, on découpe ça à l'acide et on confisque la dent, quelqu'un garde ça. Et il apparaît un jour avec ses yeux, il dit je remets sa dent. Voilà la démocratie. Vous appelez ça démocratie. Donc, depuis ce moment-là, la RDC, c'est la CIA qui place les présidents de la RDC. Mobutu était un agent de la CIA, même matriculé. Les informations que nous avons, c'est qu'il était le représentant et le chef de la CIA dans la zone des Grands Lacs, monsieur le président. Pour conforter votre idée. Ouais, je ne vous demande pas, je vous dis. On est d'accord là-dessus. Et monsieur, à la fin de la guerre froide, son rôle historique étant terminé, il ne servait plus à rien. Vous connaissez le sort qu'on lui a réservé. Mais encore présent, on a 2 agents de la CIA qu'on a placés en Ouganda et au Rwanda, n'est-ce pas? On liquidé l'ancien agent de la CIA qui était plus utile et qui a refusé de partir habiter aux États-Unis parce que moi, au bout de Thomas a eu un succès. Il dit je ne pars pas. L'ambassadeur Bill Richardson lui a dit on va céder ton corps ici à Kinshasa. D'abord, tu paies le matricule. Tu n'as plus notre protection. D'ailleurs, ils avaient décidé qu'il ne servait plus à rien. Il a dit je ne pars pas, je ne pars pas.
Alors, qui était devant pour le remplacer dans les Grands Lacs? C'est Museveni, avec pour supérieur Paul Kagame. Donc, Paul Kagame est le chef des présidents des Grands Lacs, qui sont tous sous le contrôle des États-Unis américains. C'est ça la réalité secrète de cette géopolitique des Grands Lacs. Le truc qui s'agit au Kenya, là, ce n'est qu'un pion, Ruto. Moi, dès son élection, je dis ce n'est qu'un pion. Les Africains l'accordent le coup d'importance à ces messieurs. Et on voit comment se comportement dans les Grands Lacs. Pour rien qu'il fait ça, il a voulu se déguiser en panafricaniste. Très tôt, j'ai dit aux gens, Ruto n'est pas un panafricaniste, c'est un agent. Au Nigeria, qui est placé là-bas, à l'heure actuelle? Qui est placé? Sans vous allez nier. Qui l'a placé? Vous voyez, les qui sont en Afrique, les qui sont au pouvoir en Afrique, qui placent nos dirigeants. On les place sur la feu rouge. Quand ce n'est pas les coups d'État, ces élections démocratiques à 2 tours. Quand un Africain, vous l'entendez vous dire, élection présidentielle à 2 tours, que voilà, c'est-à-dire que la voix du citoyen en Afrique, classez-le. Je vous dis, classez-le. Moi, je suis un démocrate. Je suis un prison de ça. Mais pas pour la démocratie, pour la version occidentale. Nous sommes pour une véritable démocratie de la libération, de l'émancipation en Afrique. Ça n'a rien à voir avec la démocratie comme vous voyez là. On vient avec les alternances, n'est-ce pas, taillées sur mesure. Et vous voyez quelqu'un sort et dit, j'ai été élu démocratiquement. Ouattara n'a-t-il pas été élu démocratiquement? Mais M. Ouattara a été élu démocratiquement. Qu'est-ce qu'il a fait de son prétendu pays? Je pose la question. Qu'est-ce qu'il fait de son prétendu pays? Il y a un pays là, en Afrique, que tout le monde fait semblant d'admirer. Le Botswana. Oh, là-bas, élection, ça dit que là-bas, la démocratie a même dépassé celle de l'Occident. Vous avez entendu Botswana prendre position sur un seul sujet africain? Pas notre souveraineté, monsieur. Combien d'Africains connaissent l'histoire de Botswana? Sauf le nom du président botswanais. Vous avez dit que c'est qui? Ce n'est qu'un simple comptoir. C'est un comptoir. C'est un pur comptoir. Je pose la question fondamentale. À quoi sert donc un comptoir d'avoir des élections à 2 tours, à 16 tours, à 3 tours? Ça sert à quoi, un comptoir? Mais voilà le modèle qu'on veut nous servir. Que vous le voyez. Donc, dans les Grands Lacs, la vraie question, c'est qui place qui au pouvoir? Voilà le vrai débat. Donc, Kagame, sa mission historique est en train de s'achever, sa chute. J'espère que le président Tshisekedi ne va pas aussi faire comme Mobutu. Comme, ok, comme la RDC est le grand pays des Grands Lacs, c'est moi le grand chef désormais de la CIS. Monsieur le président, pour vous relancer. La période de là est passée. Hein. C'est un président Tshisekedi. On se tient, on vient passer pour lui dire ça. L'avenir, c'est de chasser la CIA des Grands Lacs. Qui rentre aux États-Unis. Il faut chasser la CIA des Grands Lacs. Voilà le vrai combat. Parce que c'est la CIA, l'État profond, qui ont protégé M. Kagame, qui protège Museveni. Vous voyez le cycle là où ce que vous appelez SADC, ce truc-là que vous appelez SADC, elles se réunissent, Kagame arrive, on célèbre, on le salue. C'est-à-dire que le bourreau est célébré par les des hommes présidents. C'est parce que tous les présidents, la personne peut blanchir. Ils appartiennent plus ou moins tous à la CIA. Donc voilà, il faut savoir ces choses-là. Donc, il y a un nouveau interlocuteur de Donald Trump qui lui lutte contre l'État profond. Voilà pourquoi nous avons dit aux Africains, dans le cadre de la stratégie de la géopolitique profonde, il faut préférer Donald Trump à la porteuse de talons. Pas parce qu'on attend quelque chose, mais parce que là, c'est la géopolitique profonde. La RDC comprend ça aujourd'hui. À l'époque, moi, les Congolais m'insultaient. Hein. Quand je disais que, tu dois rappeler ça, quand moi je tente de dire qu'il est préférable pour des pays africains que Donald Trump gagne l'élection au détriment de la porteuse de talons. C'était m'insulter. Monsieur le Président, juste pour vous relancer, parce que vous avez déjà dans ce sillage-là, une fois que le régime aux États-Unis doit changer, comment capitaliser ce changement de régime aux USA en faveur de la RDC afin de régler définitivement la crise là. Si l'accord aboutit, elle va aboutir Donald Trump, l'État américain et l'État congolais, c'est fini. Je vous pose la question, pourquoi longo chemin de fer est allé se coucher à Doha? Pourquoi tout Kagame? Si vous affirmez ça, Monsieur le Président. Je n'affirme pas, c'est pas un fait. Non, Monsieur le Président, je dis que si vous affirmez et qu'il y ait vraiment un renversement de situation, mais peut-on dans sa part, peut-être s'attendre à un mouvement du M23 au Rwanda?
Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Vous êtes dans la prédiction d'un retournement de situation. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. On vous a dit que la justice est donnée par celle de Dieu. Et là, le vrai Dieu a imposé un autre qui a surpris Kagame et sa clique. Je voudrais rappeler que Donald Trump a échappé à 2 tentatives d'assassinat en pleine campagne électorale. C'est-à-dire que tout l'État profond a déployé toute sa puissance pour l'écarter. Je me dis qu'à titre personnel, hein, il faut analyser le parcours de quelqu'un. Lui-même, il a dit que Dieu m'a préservé dans cette campagne. C'est pour que je fasse quelque chose pour l'Amérique. C'est ce qu'il a dit. Donc nous, depuis le début, nous qui impliquons le vrai Dieu, parce que nous faisons, nous savons que la main de Dieu est debout. Pour les Congolais, ils doivent comprendre que Dieu a permis ce changement aux États-Unis pour les aider. Vous savez, la différence, et là ici dans la géospiritualité, la différence avec la géopolitique classique, c'est que quand nous analysons la géopolitique classique, Dieu n'est pas un acteur de la géopolitique classique. Dieu est remplacé par les puissances de la terre. Ils sont Dieu. Elles sont Dieu. Ben, il y a toute la clique là. Ils sont Dieu. Donc, dès que vous analysez comme ça les choses, il n'y a pas d'horizon. C'est faux parce que pour qu'il y ait horizon, il faut que vous vous soumettez à cet ordre-là. Mais plus on s'y est soumis, plus ça nous tue. Donc, ça ne sert plus à rien de se soumettre. La soumission ne garantit rien. On s'est tellement soumis qu'à la fin, ils ont dit maintenant, on va effacer l'espèce humaine. Voilà. On va vous transhumaniser. Donc, la soumission ne sert plus à rien. Or, lorsque vous impliquez Dieu, sa géopolitique, elle est globale. Quand Dieu regarde les nations, toutes les nations sont dans ses mains comme des moyens à utiliser. La carte géopolitique de Dieu n'a rien à voir avec la vôtre. Donc, Dieu peut faire arriver au pouvoir quelqu'un à la tête d'une puissance parce qu'il veut sauver un petit pays perdu dans une forêt du monde. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous voyez ça. Dieu peut favoriser l'arrivée au pouvoir à la tête d'une puissance de quelqu'un pour régler, pour répondre aux cris d'une population abandonnée. Des gens qui crient depuis 30 ans au Congo, des femmes violées, des femmes enceintes éventrées, des massacres partout tous les jours. Un homme fort, maléfique, qui tue, qui ne parle la mort et qui est protégé. Mais si vous, les Africains, vous n'écoutez pas le cri de vos frères congolais, mais Dieu lui l'a écouté. Et Dieu peut favoriser l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pour protéger le Congo. On y est. Et puis je vous dis là, les vrais hommes de Dieu au Congo l'ont compris. Hein. Ils parlent, pour aller vérifier, ils l'ont compris. Même ce que tu l'as compris. Puisqu'il demande à ses collaborateurs de beaucoup prier. Et lui-même prie. Il a compris. On a compris. C'est de ça que nous parlons. Ça, c'est profond, ce que ça veut vous dire. Donc, cette Justine géospirituelle divine en marche a créé les conditions pour l'effondrement du faux homme fort, sanguinaire que les Occidentaux ont placé dans les temps-là. Et voilà pourquoi les Occidentaux se retournent. Parce que si le patron de l'Occident, il dit que voici ma ligne, le Tintin là, c'est fini, ils font un Tintin. Ils braillent comme Macron, ils braillent parce qu'ils ont honte. Vous voyez le budget qu'ils ont voté pour la guerre. C'est exactement ce que Donald Trump demandait. Hein. Donc ils braillent pour faire ce que Donald Trump dit. Donc ce sont des colonies américaines, ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc comme le patron a changé, ben, chacun sa ligne. Alors, pourquoi la succession des sanctions, n'est-ce pas, contre le Kagame, mais il est devenu tout petit, il a des sanctions à Goma. Il n'a pas le choix, il va s'exécuter. Parce que si l'accord là est signé, vous voyez le Tintin de Rwanda aller affronter Donald Trump à l'est du Congo, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Même les Européens peuvent vous courir. Parce que s'ils sont en retard, leur sort sera serré. Donald Trump va prendre le tout. Est-ce que lui là? Il va prendre le tout. Qui va aller pour les autres là-bas? Et quel serait l'impact de cet accord au Rwanda, d'abord au Rwanda, monsieur le Président? La chute du je ne sais pas comment le qualifier. La chute du criminel. Et il devra répondre de ses crimes. Là, je peux vous dire, faites confiance à l'Occident. Quand ils veulent te livrer, ils savent livrer. Ils vont le faire porter tout le chapeau des crimes. C'est clair. C'est clair. Et quel serait l'avenir du M23? Ça ne m'intéresse pas ça. Qu'ils aient un affaire. Qu'ils aient un affaire. Moi, leur vie ne m'intéresse pas. Ils ne sont pas les terroristes. Donc maintenant, quand c'est le M23, ils sont plus terroristes. On n'a plus qu'on a plus aux terroristes. Voilà. Donc, vous voyez que moi, je me soucie des sorts du M23. Vous êtes sérieux? Moi, là. Moi, je me soucie des sorts des innocents congolais qu'on a tués depuis. Et qui n'intéressent pas l'humanité, qui n'intéressent pas. C'est ce que vous appelez comme l'unité internationale.
Donc, que les parents du M23 s'occupent du M23, que Joe Biden s'occupe du M23, que les Kamala Harris s'occupent du M23, que Ursula von der Leyen, les Macron, ça les regarde. Ça ne nous regarde pas. Nous, là, quand on parle de la RDC, là, nous ne pouvons pas savoir le sort du M23. Vous demandez mon avis, qu'ils aient un enfer. Voilà. Et en troisième position, quel sera donc l'impact de cet accord pour la République démocratique du Congo? Nous avons défini depuis dans nos sorties, nous avons dit la différence entre le souhaitable et le possible. De manière claire. Le Box de Kenya a fait une bonne analyse de la situation des familles. Ça, moi, je vous dis, il y a longtemps, je n'accordais pas une telle capacité, une telle intelligence au président de sécurité. Je découvre qu'il est intelligent. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Il y a aujourd'hui le panafricanisme, il y a une erreur de ne pas faire. C'est-à-dire, c'est de faire de la convergence avec la Russie un dogme géopolitique. C'est mon côté. Il y a un grave danger. Et ça, c'est un homme d'expérience qui parle en la matière. C'est quand même le premier de cette affaire. Donc, quand on commence à la faire, si on va bien étudier les erreurs à ne pas faire. La convergence stratégique avec la Russie, ça est quelque chose de central dans la stratégie panafricaniste à l'heure actuelle. Mais, il ne faut pas faire l'erreur de transformer ça en un dogme. Dogmatiser une convergence géopolitique nous amène à criminaliser ce qu'il dit. À dire que non, le fait qu'il ait signé avec les États-Unis, c'est un crime. C'est une erreur à ne pas faire. D'autant plus que nous, on a été incapable de protéger le Congo depuis 30 ans. Quand ils mourront, on s'en fichait. Non, parce que chaque président africain passait le temps à aller faire des alliances avec les Américains, à aller saluer Kagame, à créer des accords avec Kagame. Les oublions. Mais si on est africain, est-ce qu'on peut oublier le Congo? Dans les conditions de tout Congo, le choix, c'est pour ça que moi je suis très agile géopolitiquement, sans volonté de se mettre en première ligne. Voilà pourquoi je regarde les changements. Vous ne pouvez pas faire de la géopolitique globale. Vous ne vous souciez pas des changements qu'il y a à la tête des puissances qui vous dominent. C'est du n'importe quoi. Donc, il ne s'agit pas de dormir et dire que bon, le changement à la tête des États-Unis va nous aider. Donc, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Mais voilà un truc concret. Les Congolais vont respirer. Les Congolais vont respirer. C'est une honte pour l'Afrique de cette structure et de laisser massacrer pendant 30 ans ces gens-là. On n'a pas de leçon de notre Tshisekedi. On n'a rien à lui dire. Qu'on se taise et qu'on le soutienne. Donc, moi, j'ai découvert qu'il est intelligent. Il a fait une très bonne analyse des rapports de force géopolitique. Attendez, il devait compter ce qu'il. Bon, ok, d'accord. Donald Trump, RC. Il devait compter ce qu'il sur Ruto. On ne peut pas la tête de ce monsieur-là. On peut compter ce truc comme ça. Il devait compter ce qui, c'est la présidente de Tanzanie. Celle qui se lève et tremble devant Kagame comme ça, elle tremble comme celle-là, la tremble devant Kagame. Il devait compter ce qui, c'est Museveni. C'est un co-bandit, un co-pilleur de la RDC. C'est un co-pilleur. Dites-moi sur qui c'est qu'il va compter. Les pays de l'AES sont trop occupés avec les terroristes que les Occidentaux ont placés dans cet endroit-là. Il va compter sur Ouattara. Dites-moi sur qui il va compter sur l'Union africaine, de mort, un cadavre comme ça. Il va compter sur qui? Sur la SADC, sur l'EAC. Il a compté la vue, non. Ce n'est pas le pays comme on voit. Plus il fallait venir avec la SADC et la EAC, quand il avance vers Kinshasa, c'était leur objectif. Donc, il a fait le bon choix. Il a mon soutien 100%. 100%. Il a 4 ans. C'est qu'il y a 4 ans. Pas plus. Il a 4 ans pour capitaliser sur cet accord. Parce que maintenant qu'il a le levier géopolitique qui tient, vous savez, il a un levier géopolitique là, puissant. Personne ne va pas plus parler fort. Personne, c'est fini. C'est fini. À partir du moment où le chef des gars là est allé se mettre à genoux, tous les quinquennats là vont suivre. Les routes, le machin là, ils vont, c'est fini. Ils vont suivre. C'est fini. Les Africains vont suivre. Ils auront honte de nous de l'acheter là. On va suivre. Maintenant qu'il lâche ça, il va stabiliser d'abord sa présence et son autorité. Deuxièmement, il va faire ce que j'appelle la diversification de sa stratégie. D'autant plus qu'il y a un avantage. Les Chinois sont là. Les Chinois sont déjà là. On m'a dit un peu la Russie, mais c'est pas encore. C'est pas si fort que ça. Mais il paraît que les Russes eux-mêmes, ils sont pas absents au Congo. Hein. Ils sont pas absents. Il n'y a pas d'accord militaire, mais ils sont pas absents. Donc il faut qu'il diversifie maintenant sa stratégie. Je dis bien, pas les partenaires, la diversification de sa stratégie. Je l'ai dit.
en maintenant, l'autre jour, j'ai apprécié qu'elle a envoyé son ministre de la Justice, je ne sais pas, Moutamba, au Mali. Au Mali. Pour cette affaire-là, il faut l'approfondir. C'est maintenant qu'il va faire ça. Parce qu'il a 3 ans, 4 ans, pour bâtir une armée. Bâtir l'armée. Parce que la RDC2, le président a dit hier, avant-hier au Figaro, quand on parle de ces gens, pense qu'on va il a dit au Figaro lui-même que l'armée est hétéroclite, multiforme. C'est ce qu'il dit. Le président est presque mot. Il a dit, ça veut dire qu'il n'a pas d'armée. Il a dit qu'il faut en faire un corps organisé, obéissant à une direction unique, le message est clair. Donc, nous rejoignons quand on parle là. Il faut une armée. Il faut désinfiltrer le Congo. Je dis qu'il faut désinfiltrer le Congo. C'est fini. Et quand Donald Trump construit le mur avec le Mexique, on dit qu'il aime les murs. Il faut un mur entre la RDC et le Rwanda. Ça doit durer 100 ans, le temps que les mentalités changent. Il dit qu'il faut un mur. Pas seulement avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Ça veut dire qu'il faut solidifier les frontières. Donc, vous savez, il faut une armée. Il faut désinfiltrer le pays. Dans l'armée, il faut chasser tous les infiltrés qui sont dans l'armée de la RDC. Il dit bien chasser. Il faut les chasser. Aucune armée au monde ne peut pas accepter ça. Ça, c'est une armée espagnole. Vous pouvez le parti de l'obéage espagnol, non? Donc, c'est une armée espagnole. Une armée espagnole, c'est une armée. C'est comme en Côte d'Ivoire. La RDC n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, et il faut nettoyer la scène politique. L'histoire, Dieu a donné la chance, tu sais qu'il dit, d'assurer ce travail. Je répète encore, ça veut dire quoi? Les Katumbi, les Kabila, les Fayoulou, tous ces gens-là. C'est-à-dire que c'est un crime de haute trahison contre leur pays. Aujourd'hui, on comprend Kabila, il a fui, il a laissé, il dit qu'il va s'impliquer dans la politique au Congo. Mais il faut l'arrêter, il n'y a pas de débat. Dans quel pays au monde peut avoir un ancien président vendre aussi comme ça son pays à Mondovision, sans avoir aucune honte? Un ancien président. Vos opposants là, l'opposition là, voilà, les Katumbi, qui sont allés faire le lobby aux États-Unis pour tout faire afin que ce contrat, ce partenariat entre la RDC et les États-Unis n'aboutisse pas. Vous vous rendez compte? On tue les Congolais, on les massacre. Près de 13 000 morts à Bukavu et à Goma. Les deux, on dit ça, fusionnés. Même pas un seul mot pour condamner. Même, je vous dis même pas un mot. Ne parlons pas de Kabila. Avec sa barbe là. On ne sait pas quoi c'est. Cette barbe là, c'est quoi? Même pas condamné. Il va soutenir le Rwanda. Donc, il faut nettoyer la scène politique et changer la constitution. Nous allons faire campagne pour ça. Nous allons voir ce qui va empêcher au président de changer la constitution. Changer la constitution. Sécuriser la nationalité de son pays. Et faire émerger une nouvelle classe politique. Donc, et pour ça, je dis là 4 ans. 4 ans. Moi, je lui donne une feuille de route. Hein. C'est même gratuit en plus. Monsieur le Président, 4 ans pour faire ça. Monsieur le Président, et nous allons le soutenir et Dieu va l'aider à faire ça. Monsieur le Président Malakani, vous êtes très écouté au Congo, ça, ce n'est plus un fait à démontrer. Pour la gouverneuse et internaute, le nouveau mouvement populaire, dans le cadre de nos directs que nous faisons, a tenu à faire un point sur l'évolution de la crise depuis décembre de l'année passée, avec les déclarations du M23 qui avait été annoncé de marcher sur Kinshasa. Monsieur le Président Malakani, on a passé le temps. Et les déclarations audacieuses aussi du président de Kigali, le président du Rwanda, le refus de discuter avec Tshisekedi, le président du Congo, le mépris au gouvernement de la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui on voit que les choses ont évolué. Cette point d'évolution qui se marque par une diplomatie qui a changé de phase. C'est irréversible. Irréversible. Le monde entier s'est réveillé avec le président Kagame en face de Tshisekedi à Doha. Ce sont des points d'évolution, Monsieur le Président, que nous voulons mettre à l'endroit, que nous mettons à l'endroit de nos internautes. Monsieur le Président Malakani, il nous restait quelques minutes, plus précisément 4 minutes. On vient de recevoir tout de suite l'information selon laquelle il y a des tensions à Kinshasa. Les populations ou encore les communautés originaires de l'Est du Congo sont suspectées d'être Tutsis ou comme des éléments qui rentrent sur le M23. Ils se font tabasser dans les rues de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais pour apaiser les tensions?
Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. La chasse à l'homme, aux faciès ethniques, est inacceptable. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut arrêter ça immédiatement. Les autorités de la RDC, le président Tshisekedi, les forces sécurité doivent rapidement se mobiliser pour stopper ça. C'est un processus qui doit se faire. La désinfiltration se fait dans le cadre des lois, de la loi. Dans un cadre qui est présidé par la loi et la politique diligentée par le chef de l'État. C'est inacceptable. Donc nous demandons aux Congolais d'arrêter ça très rapidement. Ils sont en train de donner raison à M. Kagame. En le faisant, donc, raison à Kagame. Il ne faut donner aucun prétexte à ce malheureux. Aucun prétexte. Les Africains sont fâchés des Tutsis. C'est évident. Mais être fâché de quelqu'un, c'est une chose. Si les voit tel comportement, c'est pas la même chose. En politique, on réfléchit avant de poser un acte. On ne se laisse pas emporter par l'émotion. Donc c'est inacceptable ce genre de comportement. Kagame passera, le Rwanda restera. Et tout le temps, la RDC est condamnée à avoir des relations avec le Rwanda. C'est très clair. Dieu et l'histoire vont rééduquer cette partie des populations rwandaises, les Tutsis qui ont été embrigadés par Kagame, intoxiqués par lui, manipulés dans le cadre de sa politique. L'histoire et Dieu se chargera de les rééduquer. Il faut donner la chance à ce processus. Si ce ne sont pas les armes divines. Je pense qu'en RDC aujourd'hui, on connaît très bien ce que Dieu est en train de faire pour le pays. Nous demandons au président Tshisekedi d'intervenir rapidement, de mobiliser les forces de l'ordre, de sécurité, pour mettre hors d'état de nuire tout Congolais qui se livre à cette activité et d'actes. Les Rwandais ne sont pas responsables d'une politique dictatoriale organisée au niveau international. Le Rwandais lambda qui est pris en otage par ce régime, nous ne pouvons pas objectivement dire qu'il est responsable de ça. C'est un peu lâche. L'ennemi, c'est Kagame. Mais il est l'engin d'un cartel international qui, depuis la conférence de Berlin, a scellé le sort de ce pays. Il est lâche de s'attaquer comme ça au Rwandais qui est en face de nous. On peut comprendre la colère, mais on ne peut pas accepter ça. Il faut se lever et attaquer avec intelligence, comme fait le président, avec intelligence, le système. Et du coup, on verra que les Rwandais, ce sont les Tutsis rwandais, et même pas n'importe les Tutsis, parce que quand on dit Tutsis, tous les Tutsis ne sont pas avec Kagame. On ne peut pas généraliser ça. Tous les Tutsis ne sont pas avec lui. Il y en a plein qui dénoncent sa politique. Donc, la partie qu'il a embrigadée dans ce projet-là, il faut, comme je dis, élever l'analyse, comme on essaie de faire, pour voir très bien que ce n'est pas en pourchassant les Rwandais, à partir de leur faciès, qu'on règle ça. Parce que, Kagame peut l'être. C'est pas, ça c'est, parce que les mêmes problèmes pour dire le même fait. Dans 4 ans ou dans 5 ans, Trump peut partir. Il peut partir. Mais, est-ce que ça c'est que l'avenir nous réserve? Il suffit d'un changement aux États-Unis pour qu'un autre Kagame émerge dans la région. Alors, ça serait servi à quoi? De s'attaquer aux faciès, au lieu de réfléchir et rapidement. J'ai dit qu'ils ont 4 ans pour élever une géopolitique qui va, une RDC réconciliée avec elle-même, puissante, avec une armée, va discipliner d'office ses voisins. Voilà la dissuasion stratégique. Un voisin va réfléchir 4 fois avant de s'aventurer là-bas. C'est parce que pour l'instant, il n'y a pas d'armée. Eux-mêmes sont trop divisés. N'est-ce pas? Ils refusent de se regarder comme une nation. Ils continuent à chacun à se revendiquer selon sa région, selon sa province, avant de penser à la congolité, à ce nationalisme que le monde a incarné. Donc vraiment, nous demandons, je demande aux Congolais qui nous suivent de ne pas se livrer à ce type d'attitude. Parce que c'est pas pour ça que Dieu règle ces problèmes. Mais il faut rapidement stopper ça et neutraliser tous les agités, tous ces furieux-là qui veulent s'en prendre à des Rwandais sur la base de leur faciès. Il faut stopper ça. Merci, Monsieur le Président. C'est sous ces mots que nous mettons la prise sur opération. Merci à la rédaction, à la production. Merci, Monsieur Dengelin, aux milliers d'internautes, autant pour moi, qui nous a écoutés depuis Telegram. Nous remercions Monsieur le Président Balakani. À nous revoir la prochaine fois. Vive la RDC, vive l'Afrique. Vive le président Tshisekedi.